And 5, 4, 3, 2, 1. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis Jean Béliard-Lucien. Bienvenue à notre 5e sortie de la semaine de l'émission Interférence. Interférence est une émission d'analyse sur l'actualité locale, nationale et internationale. Interférence est présentée par l'équipe Georges Kakou, Abdoulaye Ndao, Idrissa Silla, Prince Getchen et votre serviteur Jean Béliard-Lucien. Ce soir, nous allons vous présenter une émission très très chargée. Malheureusement, le temps nous fait la guerre. J'espère que nous aurons le temps d'épuiser tous les sujets que nous avons en tête. D'abord, les grands titres que je vous les rappelle. La terreur frappe la capitale de l'Europe, Bruxelles en état de choc. Le Bénin et le Congo-Brazzaville élisent un président. Le Bénin, c'est l'alternance ordonnée. Pour le Congo-Brazzaville, c'est la tradition qui perdure. Le référendum au Sénégal, les élections américaines, Obama à Cuba, et Côte d'Ivoire, le spectre de la violence qui réapparaît. Ce sont ces titres-là que nous aurons à développer ce soir. À ma gauche, je ne sais pas s'il est de gauche, l'idéologue de l'APR, Abdoulaye Ndao. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir Jean et bonsoir à nos amis auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent toutes les semaines. Bon, ce soir, nous allons immédiatement commencer avec les titres annoncés. Cette semaine, tout comme tout le monde, Abdoulaye, on a vécu la terreur de plein fouet à Bruxelles, à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles. Ceux qui sont habitués à cette ville qui savent combien c'est une ville cosmopolite, la capitale de l'Europe, eh bien, a été frappée par 2 bombes, même 3 bombes, si vous voulez. Une à l'aéroport et l'autre dans un métro. Et quelques jours avant, on avait assisté à l'arrestation du terroriste le plus recherché à travers le monde. Et il a été arrêté et les autorités de Bruxelles s'attendaient à une forme de revanche de la part de ses partisans. Ils n'allaient pas laisser partir leur leader sans broncher. Et finalement, quelques jours plus tard, c'était l'hécatombe, si vous voulez. Et la ville a été immobilisée. La terreur s'affichait sur tous les visages. Mais quelques jours avant Bruxelles, c'était 2 semaines avant Bruxelles, c'était le tour d'Abidjan, où l'on a vu les gens effrayés par la terreur, attaqués lâchement, alors qu'ils étaient... C'était des civils, d'ailleurs. On ne peut pas s'attendre à ce que les civils soient en position de défense. Au bord de la mer, les gens ont été attaqués. Et voilà, c'est une situation qui a révolté plus d'un. Aujourd'hui, on peut dire, c'est le monde qui est dans le collimateur de la terreur. Alors, quelle réponse à cette situation? Comment est-on arrivé là? On se souvient de l'époque où le fameux théoriste Carlos théorisait l'Europe, la France particulièrement. Et maintenant, ce n'est pas un individu. C'est je pourrais dire, jusqu'à aujourd'hui, c'est un mouvement. Ce sont des groupes extrémistes qui frappent par-ci, par-là, et on ne sait pas où et comment se défendre. Lorsqu'on n'est pas dans une guerre conventionnelle, il n'est pas facile d'arriver à trouver une défense appropriée par rapport à de telles situations. Aujourd'hui, le monde vit une situation et personne n'est épargné. On se pose la question, comment en est-on arrivé là? Et il y a plusieurs explications possibles, mais si on doit remonter loin et très loin, on va commencer par déchiffrer les vraies causes, comme l'administration Bush aimait si bien dire, the root cause, les causes profondes de ce problème. Mais le traitement est relatif par rapport à la position de la personne qui va analyser ce phénomène. J'ai entendu récemment
un Belge réagir par rapport à cette violence et qui disait mais la Belgique c'est un pays pacifique. Et je me suis posé la question, depuis quand depuis quand? Parce que ce qu'a fait la Belgique en Afrique, l'esclavage n'a rien de pacifique là-dedans. C'est une violence extrême, mais sinon c'est la violence exprimée par, à l'époque, jugée aux yeux des Belges acceptable. Et il y avait une ville qui portait le nom de Léopold. Léopoldville, c'était Kinshasa. Alors, rien que pour vous dire, aborder ce phénomène requiert une compréhension profonde de l'histoire de l'humanité, ceux qui agissent et ceux qui réagissent, et à quel moment de l'histoire on va les situer. Mais l'essentiel, c'est que cette violence aveugle doit être répudiée. Absolument. Cette violence aveugle est inacceptable. J'aurais pu me retrouver à l'aéroport de Bruxelles. Vous auriez pu vous retrouver à l'aéroport de Bruxelles. N'importe qui pouvait se retrouver à l'aéroport. Mais cette violence aveugle, lorsque vous frappez partout et dans tous les sens, eh bien, on doit se poser la question, quelle est l'économie de cette démarche? Et c'est cette question-là qui n'est pas facile à répondre pour essayer de comprendre et d'apporter une solution. Et en fait, quelle solution? Est-ce une solution nationale? Y a-t-il une solution nationale au problème du terrorisme mondial? Et ceux qui poussent ces extrémistes à agir, est-ce qu'on va aller jusqu'à la racine pour comprendre et essayer d'extirper les causes de ce phénomène? Merci Jean. Encore une fois, nous allons commencer par présenter nos condoléances au peuple belge. Et certainement, quand nous suivions les nouvelles qui venaient de Bruxelles aujourd'hui, il y a eu des rumeurs que 2 jeunes Américains ont perdu la vue. Donc c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, une violence qui n'a pas de parti pris. C'est comme si c'était une violence qui a été démocratisée et qui peut frapper n'importe qui. Tout à l'heure, quand tu faisais ton analyse, j'avais l'impression d'une diatribe qui parlait du règne de la terreur, où toute personne pouvait être soumise à cette forme de violence aveugle qui peut frapper n'importe où et n'importe quand. Donc c'est pour vous dire simplement que c'est une situation qui est assez dramatique, c'est une situation qui est assez grave, où on est en train de fouler du pied la valeur humaine, où on peut tuer sans retenue et sans regard. Donc, certainement, nous avions eu l'occasion, autour de ce micro, d'avoir analysé les raisons profondes qui peuvent toucher un peu à de la géopolitique, qui peuvent toucher à l'économie, qui peuvent toucher à l'immigration, etc., etc. Mais force est de reconnaître que si nous nous arrêtons aujourd'hui à une analyse superficielle, disons simplement que c'est une violence qui n'a pas son nom et qui est en train de frapper le monde, et que le monde, l'élite du monde, devra s'asseoir autour d'une table et essayer d'en trouver des solutions. Quand tout à l'heure, Jean, tu faisais ton analyse, ce jour, je suis en train de t'emboîter le pas, tu as parlé de Carlos. Et Carlos qui, nous le savions, avait une philosophie, c'est cette façon de marxiste-léniniste qui s'était révolté contre la société capitaliste, etc., etc. Donc ça, c'était, comme on dit, le blueprint de Carlos. On pouvait l'identifier, on pouvait savoir quel était son motif, etc. Mais plus tard, le terrorisme a évolué vers les causes nationalistes. Et nous nous rappellerons des attentats de Munich, où un groupe de terroristes palestiniens avait pris en otage les athlètes israéliens. Et ceci n'était pas une violence aveugle, mais c'était une violence qui avait une connotation politique. Ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui avec ISIS et l'État islamique, c'est une violence qui ne dit pas son nom. Parce que ISIS n'a pas cette philosophie. Quelques jours, il y a de cela quelques jours, quelqu'un avait même fustigé Donald Trump en disant que
quand vous voulez bombarder ISIS, parce qu'il a parlé de l'utilisation de l'arme nucléaire, la question qui lui a été posée, c'était où est-ce que tu vas lancer l'arme nucléaire? Parce que voilà un groupuscule qui est en train de se mouvoir d'un État à un autre, avec ses frontières qui sont si poreuses dans le Moyen-Orient, qui tu vas attaquer? Donc, le premier problème qui va se poser, c'est d'identifier la cible. Où est-ce que cette cible existe? Donc, je crois qu'il y a tu l'as brossé tout à l'heure, les causes sont un peu plus profondes. Maintenant, si nous abandonnons le terrain de ISIS, qui est un terrain un peu plus global, et nous analysons le terrorisme en Europe, la raison principale, parce que ISIS est un groupe qui fait son recrutement dans un terreau fertile de gens frustrés qui n'ont pas pu, et je me rappelle bien de ce terme si plein d'à propos que tu as utilisé, les apatrides. Ce sont des jeunes arabes qui ont immigré à Paris, en France, ou bien en Belgique ou ailleurs, et qui n'ont pas pu s'intégrer dans le tissu social de ces pays-là. Et d'ailleurs, comparativement, certainement, il y a une forme de violence qui a existé dans certains faubourgs de Birmingham, en Angleterre, mais qui n'a pas eu cette expansion rapide. Parce que la société britannique a pu absorber une bonne partie de ces immigrants qui ont pu se fondre dans le tissu social britannique. Cette même forme d'absorption des immigrants n'a pas existé dans ces pays-là. Et voilà donc un terreau fertile pour le recrutement de ISIS. Donc, si ces pays comme la France ou la Belgique veulent arrêter le problème de du terrorisme dans leur pays, certainement, ils doivent se pencher avec beaucoup d'attention sur le problème de l'intégration des masses immigrantes. Comparativement comment je dois dire, aux États-Unis, certainement le phénomène existe, mais le phénomène n'est pas aussi grand que ce qu'on est en train de voir en Europe. Donc, on ne voudrait pas certainement essayer d'avoir la prétention d'analyser le phénomène de façon globale, mais ce qui est évident, c'est que ce qui se passe en Europe a d'abord une connotation immigrante. Il faudrait que les autorités européennes essayent de trouver des solutions à cette masse de jeunes qui ont immigré là-bas et qui ne peuvent pas s'intégrer dans la société. Bon, c'est vrai, et Abdoulaye, le problème de l'intégration de ces déracinés est vraiment crucial. Cependant, ce n'est qu'un élément. Un élément, bien sûr. Parce que les causes profondes, parce que ce sont des jeunes que l'on recrute et qui facilement se radicalisent et à cause de la situation qui permet à l'État islamique de s'intégrer et de pénétrer ce réseau. Cependant, à côté de ce phénomène, il y a les problèmes géopolitiques. Par exemple, le terrain de théâtre de guerre de l'ISIS, c'est l'Irak, c'est la Syrie. Et aujourd'hui, il y a d'autres théâtres de guerre, parce que la guerre s'internationalise. C'est pas une guerre qui se déroule simplement sur un terrain spécifique. Aux États-Unis, on en a fait les frais. Regarde ce qui s'est passé à San Bernardino, en Californie. Ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 à New York. C'est déjà l'internationalisation du problème, mais c'est un problème qui a ses causes profondes dans un milieu bien spécifique, c'est le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, où l'on trouve les foyers de ce problème. Le problème s'est multiplié et aggravé avec surtout la politique que George Bush a fait. On se souvient au début, Trump disait tout a été déstabilisé à partir de la politique de Bush là-bas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait aucun problème dans le Moyen-Orient. Le problème s'est exacerbé. Il a parlé de ces dictateurs qui ont pu contenir leur peuple, parlant spécifiquement de Saddam Hussein et de Kadhafi, qui, quand bien même qu'ils étaient des dictateurs, mais ils étaient le tampon entre une population qui pouvait être d'une façon ou d'une autre belligérante avec l'Occident.
Et comme on a parlé un peu de l'équilibre de la terreur, dans une certaine mesure. Alors, bon, définitivement, c'est un problème qu'on n'aura pas le temps d'épuiser aujourd'hui, mais on peut simplement, on ne saurait faire l'économie d'en parler non plus. J'en profite pour saluer l'arrivée sur le plateau de notre collaborateur Georges Kakou. Et bonsoir, Georges. Bonsoir Jean, bonsoir Ablaï. Et je salue aussi les auditeurs de SCA TV. C'est avec un plaisir que je vous trouve ce soir. On va continuer, Abdoulaye, avec le Bénin et le Congo, qui ont tous élu deux présidents. Au Bénin, c'est l'alternance ordonnée et c'est l'arrivée de nouveau président, M. Talon, un entrepreneur qui, on voit combien la plutocratie, on en a parlé, fait son chemin en Afrique. J'espère que d'ici le nouveau quinquennat ou septennat au Sénégal, on pourra retrouver un grand mania de la presse qui s'appelle Abdoulaye Ndao, qui va damer le pion au président de son parti, M. Macky Sall. Alors, trêve de plaisanterie, le Bénin a élu un nouveau président. Et on a vu un peu M. Zinsou, qui a, tout comme Goodluck Jonathan, a accepté gracieusement sa défaite. Et c'est une pratique qui s'installe en filigrane en Afrique, heureusement. Et le Bénin, après les deux mandats de Yahya Boni, maintenant, on a un nouveau président et c'est l'alternance, c'est la stabilité. Et on peut dire que le Bénin s'est engagé de façon presque irréversible. Je dis bien, parce que je prends toujours des précautions, parce qu'il n'y a en histoire pas de chemin linéaire. Il y a des soubresauts des fois, il y a même des fois des marches arrière. Et on peut même, le Bénin, on ne saurait ignorer la contribution de Nicéphore Soglo, qui s'est retiré de la présidence et qui a passé le bâton. Et aujourd'hui, Yahya Boni a fait le même jeu. Et son mandat est arrivé à terme. On a organisé des élections, bien que son poulain, c'était Zinsou, mais ce n'est pas lui qui a réussi de toute façon. Et c'est lui qui a gracieusement, tout comme l'a fait le beau geste. Souvent, on ignore les gestes qui sortent des normes. On essaie de trouver, de réveiller les vieux démons. S'il n'avait pas accepté, ce serait peut-être de la tradition. Mais aujourd'hui, c'est un geste très fort qui s'impose de plus en plus en Afrique. On ne saurait pas l'ignorer non plus. Le cas d'Abdoulaye Ndao, Abdoulaye Wade, qui a accepté sa défaite au deuxième tour face au président Macky Sall. Alors, ce sont des pratiques qui s'installent au fur et à mesure que la société choisisse la voie démocratique. Alors, je ne sais pas qui de vous deux va se prononcer sur la situation au Bénin. Je laisse la parole à mon modérateur que quelqu'un chez moi a accusé de... Écoutez, je n'ai jamais su qu'il y avait une conspiration. Je savais que c'était un débat organisé de façon équitable. Et aujourd'hui, je vais l'apprendre que vous étiez de mèche. Non, pas du tout. Quelqu'un l'a accusé chez moi d'être... C'est une accusation. J'espère que ça reste une accusation. Une accusation, mais sinon, elle n'était pas fondée. Oui, nous sommes en train de parler effectivement de l'élection du nouveau président du Bénin. Et je crois que c'est un processus électoral, un processus démocratique qu'il faut saluer. Et comme Jean l'a dit tout à l'heure, petit à petit, on voit quand même que les uns après les autres, on voit que la démocratie s'installe d'une façon à l'africaine, si on peut l'appeler ainsi, parce que ce n'est pas tous les comportements de la démocratie qui sont respectés, mais quand même, les échanges au niveau du pouvoir exécutif commence à connaître un peu quand même une certaine forme de stabilité. Je crois que le président de Gbagbo a dû attirer l'attention des uns et des autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, je veux citer le cas de la Côte d'Ivoire. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce qui fait que les pays africains
dont nous voyons aujourd'hui, qui était sur l'échiquier d'élection comme on appelle, présidentielle en 2016, on voit que un pays après l'autre, effectivement, l'échange s'effectue de façon pacifique. Et vraiment, là, je profite de l'occasion de l'antenne de SIA TV pour saluer vraiment le peuple béninois qui vraiment a fait un choix. Je pense que c'est le choix du peuple parce que 65%, voilà, justement, ça ne peut être que le choix du peuple. Malgré que ce monsieur était poursuivi depuis 2012, il était accusé d'un cas d'empoisonnement contre... D'avoir voulu empoisonner Yahi Boni. Empoisonner Yahi Boni, et il paraît-il même que les faits ont été établis par le FBI et tout. Voilà. Malgré tout cela, malgré que les poursuites persistent toujours, hein, parce que ce cas n'a pas été pardonné. corrigé. Voilà, amen. Yahi Boni lui a pardonné, mais la justice française n'a pas encore tourné ce dossier. Mais je pense qu'avec son élection à la tête du pays, c'est sûr qu'ils vont trouver un moyen de règlement de ce petit détail-là. Donc, je voudrais dire, je salue vraiment le peuple béninois et puis aussi, il faut saluer aussi la compétence de l'individu qui a été choisi. Je crois que c'est ça, justement, c'est ce que nous avons toujours décrié sur les antennes de SIA TV, c'était d'amener le peuple africain à prendre conscience un peu de sa situation, de son état, afin que les candidats qui se profilent au niveau des élections présidentielles, les choix ne sont pas faits par affinité, mais plutôt qu'on choisit un programme d'action qui va servir effectivement au bénéfice plutôt de la population. Je pense que ce monsieur, avec tout ce qu'on lui connaît aujourd'hui, qu'on lui décrit sur, comme on appelle, les médias internationaux, je pense qu'il sera certainement à la hauteur de la tâche qui l'attend. Ça a été le cas aussi de Yahi Boni. Yahi Boni, un économiste qui arrivait effectivement beaucoup d'espoir à la tête du Bénin. Et c'est vrai qu'il n'a pas fait grand-chose, mais il faut quand même dire qu'il a apporté quand même un bouffée, comme on appelle, d'oxygène à ce pays-là. Et je pense que comment on appelle, celui qui vient aujourd'hui pour assurer la relève, certainement que sera de la taille aussi de pouvoir faire quelque chose dont les Béninois vont effectivement en profiter. C'est ce que je voulais dire à ce moment. Moi, effectivement, je m'associe à vos félicitations pour dire que petit à petit, le système démocratique qui respire est en train de s'installer en Afrique. C'est ça. Et que ceux-là qui sont les protagonistes politiquement parlant sont en train de respecter les règles du jeu. C'est ça. Maintenant, essayons d'analyser un petit peu la personnalité des deux postulants. C'est ça. D'abord, monsieur Talon, c'est quelqu'un qui, un pur Africain, bien sûr, qui a étudié à l'université de Dakar. Oui. Donc je me félicite aussi, bien sûr, quelque part. Oui. Effectivement, c'est le Sénégal qui l'a instruit. Qui a été un businessman. C'est ça. Et qui, d'une certaine façon, est arrivé à battre le poulain du président de la République. C'est ça. Et quel poulain? Parce que vous vous rappelez que aujourd'hui, quand vous regardez par exemple M. Zenzou, M. Zenzou n'est autre que le neveu de Émile Zenzou qui a été le président de la République du Bénin. Oui. M. Émile Zenzou qui, après son départ de la présidence, a été présent dans les affaires béninoises d'une manière ou d'une autre. Vous vous rappellerez de l'opération Crevette qui a été dirigée par Bob Denard, qui avait pour mission de renverser le président d'alors, Mathieu Kérékou. On avait cité, et c'est Bob Denard qui le relate dans un de ses livres, qu'il était de mèche avec Zenzou. Donc, quelque part, c'était un peu le candidat de la France. Et rappelons-nous, M. Zenzou est né en France. Oui. Double nationalité. C'est ça. Mais aussi, plus grave encore, c'est quelqu'un qui a travaillé avec, je crois, l'ancien Premier ministre français, Laurent Fabius, qui a été un de ses bras droits qui, d'aucuns disent que même c'est lui qui lui écrivait ses discours. Donc, quelque part, voilà un Africain qui a battu un Français. Oui. Et nous, mais c'est ça, nous le regardons. Il faut le dire, là. effectivement. Et donc, quelque part, nous sommes en train de voir que le peuple africain s'étant réveillé, est en train, petit à petit, de prendre des candidats ou bien d'élire des dirigeants qui sont des dirigeants autochtones aux dames de ces candidats qui ont été choisis par la France. Donc, c'est pour vous dire simplement que petit à petit, nous sommes en train d'embrasser véritablement notre démocratie, mais aussi de choisir nos leaders.
gageons simplement que ce nouveau dirigeant qui a été élu au Bénin fasse preuve de la même dextérité dont il a fait montre lorsqu'il était un simple businessman. C'est ça. Nous nous rappellerons d'ailleurs de ce procès qu'il avait gagné contre le gouvernement béninois, où le tribunal lui avait octroyé 129 milliards contre le gouvernement béninois. Donc c'est quelqu'un qui, comme dirait Trump, cut a deal. Oui. Donc petit à petit, regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Au moment où nous avions ces dinosaures qui nous étaient imposés par la France, petit à petit, les dirigeants africains sont des jeunes qui sont des technocrates, qui savent diriger quelque chose. Bien sûr. Quelqu'un qui a dirigé une banque, quelqu'un qui a dirigé une entreprise, quelqu'un qui est un géologue, etc., etc. Donc voilà ces jeunes-là qui sont en train de s'emparer des pouvoirs en Afrique. Et espérons que le cas Sassou Nguesso sera la dernière relique de ce passé que nous voulons véritablement oublier. Oui. Bon, le cas de Sassou Nguesso, c'est vraiment un cas délicat. Parce que j'éviterai de placer les deux premiers cas à la fin, parce que Sassou a fait déjà 32 ans qu'il est au pouvoir au Congo-Brazzaville, un pays qui producteur de pétrole. Qu'est-ce que le Congo a présenté comme bilan de ces 32 années? Négatif, en tout cas. Alors, c'est là le problème. Et moi, je l'ai toujours dit, le rôle des médias n'est pas de renverser les gouvernements. Nous nous sommes engagés dans une pratique de dialogue constructif. Le rôle des médias, c'est de responsabiliser le pouvoir. C'est ça. Alors, pour les 32 ans de pouvoir de Sassou Nguesso, qui vient de se faire réélire dans des conditions que l'on sait, et il n'avait pas droit à un autre mandat. Et il s'est arrangé pour se faire réélire au premier tour en plus. Oui. Et on a vu ce qui s'est passé cette semaine avec l'arrestation et le bastonnat des journalistes français et de l'AFT et du Monde. Alors là, la France est en train de récolter les fruits de son travail avec son poulain et Sassou. Oui. Et comment peut-on s'arranger pour que ce soit le dernier tour de piste? Il y a tellement de grands il y a tellement de grands dinosaures qui sont encore en Afrique. Bien sûr. Et Sassou Nguesso n'est pas le dernier. Oui. D'abord, il y a le cas de Obiang. Il y a Foya Simbe qui est en train de monter. Lui, il a hérité le pouvoir de son père. Bien sûr. Et Simbe Adema. Oui. Et il y a le cas de Bongo. Oui. Il y a le cas de Bongo au Gabon. Oui. Il y a le cas de Sassou. Oui. Il y a Museveni qui récemment s'est fait réélire. Aussi. Ce sont des situations qui vraiment représentent les vestiges. Oui. Et les vestiges sont profondes et nombreuses en Afrique. C'est ça. Donc, on aurait bien souhaité pouvoir tourner la page, mais ces gens-là sont tellement bien implantés. Et il y a d'autres leaders qui, à tort ou à raison, veulent se faire réélire et prolonger leur mandat. Bien sûr. Il y a le cas du Rwanda aujourd'hui, avec Paul Kagame, qui veut briguer un troisième mandat auquel il n'a pas droit. Alors, l'essentiel, c'est que il y a deux écoles de pensée. Une école de pensée qui veut, si quelqu'un est au pouvoir et donne des résultats, eh bien, qu'on le garde. Mais si cette personne utilise des subterfuges pour brimer toute forme d'opposition et s'assurer à chaque fois qu'il soit réélu, alors là, c'est une parodie de la démocratie. Et c'est bien le cas de Sassou Nguesso. Et on a vu de son camp sortir des éléments de l'opposition. Et aujourd'hui, ce sont des gens qui sont en train de faire les frais de la pratique qu'ils ont dans le temps, contribuer à mettre sur place. Le général Makoko, aujourd'hui, qui est l'un des opposants, eh bien, est issu
du ventre de la bête. Et aujourd'hui, vous avez posé la question, ce serait bien pour l'Afrique qu'on pouvait se tourner la page. Mais lorsqu'on voit une Union africaine aussi affaiblie face au Burundi, le cas de Nkurunziza, on se demande est-ce que ce n'est pas une invitation aux autres leaders à se perdurer à la tête du pouvoir. Bon, vas-y. Moi, je crois qu'il y a un phénomène qui est là. Toujours, lorsqu'on parle de la démocratie africaine, moi, je suis de ceux-là qui observent les positions de la France. Quelles sont les positions de la France par rapport à, par exemple, le Congo et par rapport au Bénin? Parce que l'astuce politique que Sassou Nguesso a utilisée, c'était l'astuce du référendum juste avant la fin de son deuxième mandat. Et lorsqu'il a fait ce référendum, il a fait voter une constitution qui ne s'appliquait pas à ses mandats précédents. Et je crois qu'il a dû lire les livres de chevet d'Abdoulaye Wade et il a su que c'était une astuce qu'on pouvait utiliser contre son peuple. Parce que lui, il ne devrait plus se présenter. Mais juste avant la fin de ce deuxième mandat, il a fait voter une nouvelle constitution qui disait que voilà, on ne peut plus préparer à plus de 2 mandats consécutifs, mais que ça ne s'appliquait pas, c'est pas antérieur à ce qui s'est passé avant. Donc voilà une astuce qui a été utilisée par Sassou et à mon avis, si la France devrait jouer le rôle de grand frère en Afrique et devrait être l'arbitre équitable, équidistant, la France devrait dire à Sassou de ne pas se présenter. Et d'ailleurs, je me rappelle bien, lorsque Nkurunziza avait commencé à perdurer au pouvoir, Georges, tu avais dit déjà alors que s'il est en train de perdurer au pouvoir, c'est qu'il a reçu des signaux qui lui étaient positifs de l'Occident. Bien sûr. Et nous avons vu le résultat aujourd'hui. Oui. Et au Congo aujourd'hui, il y a une situation morose, politiquement parlant, qui règne dans le pays, où... parce que la démocratie en Afrique, c'est une démocratie qui souvent accouche d'élections à 2 tours. Et nous voyons que M. Sassou Nguesso est parvenu à passer au premier tour sans problème. Et quand bien même que nous savons tous qu'il a brigué son 3e mandat. Donc, moi, je m'attends à ce que la France joue véritablement son rôle dans la démocratie africaine. Elle nous a souvent imposé des leaders. Aujourd'hui, c'est à la France de jouer le rôle d'arbitre par rapport à nos démocraties qui sont jusqu'à présent naissantes. C'est ça. Bon, je voulais rapidement ajouter quelque chose à ce que Abla vient de dire. Effectivement, on a toujours dit en Afrique, à l'époque, dans les temps anciens, quand on disait qu'il n'y avait pas de mode de transcription de nos civilisations et que la civilisation africaine se faisait de génération en génération, c'est-à-dire que par le parler, par le langage. Voilà. Donc, de génération en génération, ça se transmettait de cette façon-là. C'est vraiment un mode de fonctionnement qui est propre. Et je pourrais dire, pas seulement à l'Afrique, mais les pays du tiers-monde. C'est-à-dire que la prise de conscience au niveau des pays du tiers-monde ne se fait pas en fonction d'une éducation quelconque qui est donnée à partir, c'est-à-dire à partir de l'intérieur même de la société, mais plutôt des exemples pris. C'est comme ça. Et vous voyez, si vous prenez effectivement aujourd'hui des Africains, et surtout nos parents qui n'ont pas effectué de grandes études et tout, ils vous diront, leur manière de juger, c'est à partir des exemples, à partir des précédents. C'est comme ça qu'ils prennent des décisions, c'est comme ça qu'ils jugent, c'est comme ça qu'ils portent des jugements même de valeur. Et qui sont... Voilà, justement. Je veux dire ça. Africaine. Absolument. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que ce que nous voyons actuellement, ce sont des exemples qui sont en train de s'établir et qui seront copiés par la suite. Des gens comme Denis Sassou Nguesso, ils doivent s'arranger, ou ils doivent savoir que leur fin est proche. Parce que ce qui se passe autour d'eux, c'est sûr que cette société, comme on appelle gabonaise et congolaise et autres, vont copier par la suite. Ça, c'est sûr. Ils vont copier par la suite. Ils verront qu'effectivement, il y a capacité, plutôt possibilité de donner la chance à certains fils du pays qui ont de la valeur pour venir tenter leur chance à la tête du pays, c'est-à-dire apporter leur savoir-faire, leur connaissance et mettre cela au service du peuple. Même si on leur reproche quelque part une certaine forme de qu'est-ce que je pourrais dire, c'est-à-dire que venir à la tête du pays pour s'enrichir. Mais aujourd'hui, si vous voyez les choix qui sont portés en Afrique, ce n'est plus des choix
qui partent de gens qui ont certainement peut-être la connaissance seule, mais qui n'ont pas les atouts financiers. Vous prenez depuis la Côte d'Ivoire, en passant par choses comme on appelle le Burkina, qui est juste à côté, avec l'exemple récent du nouveau président, comment il s'appelle encore? Non, pas Kaboré, celui qui vient d'arriver au pouvoir. Au Burkina, au Kaboré, c'est le président Kaboré. Il s'appelle Kaboré aussi? Ah bon, il a un nom de façon anglaise, là, c'est ce nom-là que non, il a un nom anglais façon, comme on l'appelait, là, ça va venir avec le temps. Donc, vous voyez ces exemples-là, vous montrent que ceux qui accèdent au pouvoir maintenant, non, ce n'est pas qu'ils ont seulement la connaissance, vous voyez, comme on appelle linguistique ou la connaissance, comme on appelle scolaire et autres, mais ils ont des atouts. C'est des gens qui sont posés financièrement. C'est-à-dire qu'ils ont le choix à faire. Le choix, c'est-à-dire venir à la tête du pays, apporter ce que je connais pour essayer d'apporter une certaine forme de contribution au développement de mon pays, ou le choix, c'est de venir et voler en plus de ce que je possède déjà. Vous voyez. C'est ce que je veux dire par là. Alors qu'à l'époque, dans les temps anciens, le gouvernement était vu comme l'endroit où il fallait partir pour prouver son succès. C'est l'endroit où il fallait arriver pour montrer qu'effectivement, c'est là seulement qu'on pouvait être employé et un jour, du jour au lendemain, vous partez de la pauvreté à devenir l'un des fils les plus riches du pays. Georges, moi, le cas de Denis Sassou Nguesso est un cas choquant en Afrique. Bien sûr. Parce que voilà un parcours véritablement atypique. Un président qui règne sur son pays pendant 13 ans, qui part et qui revient, et qui perdure au pouvoir. Rappelons-nous, c'est quelqu'un qui avait été ousté du pouvoir, et il y avait M. Lissouba, qui avait dirigé le pays, je crois, pendant 7 ans. Oui. Auparavant, c'était Denis Sassou Nguesso pendant 13 ans, Lissouba, et il revient. Et nous savons tous comment il est revenu. Sa porte d'entrée a été ouverte grandement par la France. C'est là où j'interpelle la France. Ils nous ont dirigés, et lorsqu'on a pris nos indépendances, c'était ceux-là qui tenaient les boutiques qu'on nous a amenés, les intendants. C'est ça. Et chaque fois qu'un bon leader émergeait dans nos pays, c'était un leader qui a été tué, remplacé par un autre intendant français. Aujourd'hui, que le monde s'est ouvert, qu'on a atteint l'ère de l'information, je crois qu'il est temps que la France, nous ne pouvons pas, comme dit Jean, extirper de notre être la France. La France fait partie intégrante de notre histoire. Oui. Mais la France, aujourd'hui, doit jouer son rôle. Le rôle de ce grand frère qui doit veiller sur la démocratie. C'est-à-dire le rôle régulateur. Populaire. On va clore. Je sais que je suis en train de rêver là. Vas-y, oui, c'est ça, oui. Allez-y. Parce qu'on ne peut pas demander à un bourreau de se convertir en justifié. C'est quoi la possibilité pour un tigre de devenir végétarien? C'est pas possible. Le rôle de la France a été un rôle de prédateur. Bien sûr. Et il va le rester d'ailleurs. Sa position en tant que pays impérialiste l'empêche de jouer ce rôle. C'est à nous. Il doit sortir des matrices du peuple, des leaders qui vont vraiment s'associer aux véritables objectifs du peuple. Et ces leaders doivent être prêts à affronter la France, affronter l'Angleterre, affronter la Belgique pour arriver à imposer ce qui nous est des intérêts supérieurs. Oui. On n'a qu'à penser à Patrice Lumumba. À chaque fois, vous pensez à la France ou à la Belgique. Jean, je sais que tu veux passer à un autre sujet. D'ailleurs, la même pensée s'applique aussi à Haïti. Oui. Quand vous regardez l'histoire d'Haïti, par exemple, vous prenez quelqu'un comme l'abbé, comment il s'appelle encore, donne-moi le nom. Aristide. Ah bon. Aristide, vous pouvez tout lui dire, mais il n'a pas été quelqu'un qui a été véritablement façonné. Quand on parle de l'ère de Baby Doc, de son père et du fils, voilà des gens qui ont dominé le peuple haïtien pendant des années, mais nous savons tous que c'était une domination qui était bénite de l'extérieur. Et véritablement, le jour où le même exemple qu'on est tenté de donner aux pays africains est répercuté aussi en Haïti, parce que, voyez-vous, l'exemple nous a été donné en Haïti. Mais le problème, c'est que c'est un exemple qui est né trop tôt. C'est un exemple qui est né trop tôt, c'est un exemple qui est né en 1804.
Si cet exemple était répété aujourd'hui, peut-être que ça pourrait faire tache d'huile. Le même exemple a existé au Burkina Faso avec le capitaine Thomas Sankara, etc. On peut citer des cas isolés. La position, la réaction de l'Occident, la réaction de l'impérialisme a toujours été la même. Que ce soit avec que l'oppresseur s'appelle français, portugais ou belge. Le cas de Lumumba, vous parlez d'Haïti qui a eu lieu en 1804, mais le Lumumba, c'est récemment, c'est passé. On a vu quelle a été la réaction de l'oppresseur. Alors, c'est un problème d'affranchissement. Il nous faut nous affranchir de leur tutelle. Et malheureusement, aujourd'hui, non seulement ils nous ont laissé, et ils sont encore présents, mais ils nous ont laissé leur langue. Et c'est à partir de leur langue que nous sommes en train de nous exprimer. Faire cette émission, d'ailleurs. Et bon, on va passer à un autre point rapidement parce que le temps nous fait la guerre. On va revenir sur le référendum au Sénégal, où la semaine écoulée, nous avions organisé ici à CRTV un débat qui a fait, qui continue de faire couler beaucoup d'encre dans le milieu. Oui. Et c'est, je l'ai toujours dit, le rôle de la presse, c'est d'articuler, de représenter cet espace de réflexion pour aborder les problèmes supérieurs du continent. Et aujourd'hui, ce débat a été un lieu où les différentes idées, les différentes forces politiques en Afrique s'affrontent, se sont rencontrées. Et ça a été l'opportunité d'utiliser l'arme de la dialectique pour argumenter. Et je l'ai toujours dit, un pays, une société qui choisit un référendum ouvert, pas du genre de référendum à la soviétique, c'est un pays qui a choisi, qui est en train d'exprimer une forme de santé démocratique. Absolument. Parce que l'alternance se fait non pas par le droit de la force, mais la force du droit. Alors, avec ce référendum qui a eu lieu, on a entendu les arguments de part et d'autre. Alors, bon, je suis un peu embarrassé de vous adresser parce que vous êtes un parti intéressé, Monsieur Abdoulaye. Et je venais tout à l'heure d'apprendre que le modérateur n'était pas moins intéressé. Je me demande si je ne dois pas être le seul à me prononcer sur cette situation. De toute façon, je vais me fier, comme vous fiez à la France de jouer le rôle du grand frère. Alors, je me fie à vous, Abdoulaye, de vous prononcer sur ce référendum. Mais je vais d'abord commencer par le débat qui a été organisé dans nos locaux pour vous féliciter et féliciter toute l'équipe technique qui vous a aidé. Je crois qu'aujourd'hui, la communauté afro-caribéenne des États-Unis est en train de découvrir ce diamant qui doit être taillé, qui est SCRTV. Nous avons aujourd'hui la possibilité, si nous tous nous y mettons, de faire en sorte que ce soit une plateforme qui fera office de nos échos, servir d'écho pour que nous puissions faire passer nos idées. Remercier Georges. C'était une blague que je lui ai lancée, mais il a très bien dirigé le débat et je n'ai pas senti un coup de pouce de sa part, quand bien même que ma femme m'a dit hautement. Maintenant, parlant du référendum, j'ai d'ailleurs oublié de remercier mes autres compatriotes qui ont assisté au débat. D'ailleurs, en partant, j'étais dans ma voiture avec le gars du PDS et il m'a dit que je crois que nos politiciens devraient prendre cet exemple pour que le dialogue politique au Sénégal soit un peu plus civilisé. Absolument. Et certainement, parce que nous avons pu défendre nos différentes positions sans pour autant qu'aucune des parties ne s'offusque de quoi que ce soit. Maintenant, quand vous regardez par exemple le référendum, j'ai eu à le dire, c'était un référendum qui avait dans sa texture une bonne connotation. C'était un référendum qui avait
l'intention de faire avancer la démocratie dans le bon sens, de doter de nos différentes institutions de beaucoup plus de moyens de contrôle sur la politique de l'État, mais aussi d'une certaine façon de diminuer les prérogatives du président de la République, qui, nous le savions tous, a été quelqu'un qui dominait les autres pouvoirs au Sénégal. Le pouvoir exécutif dominait tous les autres, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. Aujourd'hui, nous sommes en train de doter de plus d'outils à notre Assemblée, à notre Cour constitutionnelle, aux assemblées territoriales, etc., avec la décentralisation. Donc, certainement, le Sénégal est en train de vouloir distribuer les pouvoirs pour un peu plus de contrôle. Maintenant, d'ailleurs, ce centralisme démocratique n'existe plus en Afrique, où il y avait un noyau qui dirigeait tout et qui régnait en maître. Maintenant, quel est l'avenir de ce référendum? Les gens sont en train de se projeter vers les élections législatives qui doivent se passer en 2017 au Sénégal. Parce que le score qui a été affiché par le président Macky Sall n'était pas le score des référendums de 1963, de 1970, de 2001. Parce que c'était des référendums qui étaient approuvés à hauteur de 99%, plus tard 94%. Alors, ma lecture, c'est la connotation qui a été donnée au référendum. Parce qu'au-delà de son aspect de consultation populaire, le référendum avait un aspect politique. Parce que l'opposition sénégalaise avait saisi cette occasion pour jauger la force et la popularité du président Macky Sall. Et toutes les parties étaient parties en campagne. Donc, au-delà de cette consultation populaire qui n'était innocente que les gens organisaient de par le passé, ce cas de figure était plutôt une campagne électorale. Et donc, moi, j'ai dit que si le président Macky Sall a pu gagner à hauteur de presque 60 et quelques %, c'est parce que simplement, sa cote de popularité n'a pas diminué outre mesure. Parce que nous nous rappelons que c'est un président qui a été élu presque avec le même score au deuxième tour aux élections présidentielles de 2012. Donc, les uns et les autres ont pu jauger les forces de leurs adversaires. Maintenant, on doit nous projeter pour essayer de voir si ces résultats qui ont été engrangés lors de ces consultations vont être confirmés pour les élections législatives de 2017. Donc, je donne ma langue au chat, comme dit Jean. Oui, mais je crois que le résultat du référendum était prévisible. Effectivement, bon, je voulais commencer, comme Abla l'a dit aussi, par dire vraiment un grand merci à la station ici à TV pour avoir pris le courage sur lui d'organiser effectivement ce débat. Et c'est vraiment, je crois, qu'une initiative qu'il faut saluer parce que c'est ça, justement, une plateforme comme celle-ci, on n'en voit pas tellement dans la diaspora. Et je crois que c'est une plateforme que les Africains, de part qu'ils soient, doivent vraiment profiter de cette opportunité, saisir vraiment cette opportunité pour pouvoir essayer de, je peux dire, engager le débat. Parce que c'est ça surtout. J'ai toujours dit que si un jour l'Afrique doit connaître un changement quelqu'un, ça ne viendra pas de l'Afrique, mais ça viendra de la diaspora, c'est-à-dire de son intelligentsia. Et donc, ce débat a montré à peu près la capacité vraiment des uns et des autres de s'asseoir autour d'une table et effectivement embrasser des problèmes de leur pays et puis discuter sainement sans qu'il y ait des déviations ou bien des exagérations de part et d'autre. C'est ça justement. Et si effectivement nos leaders peuvent copier ce genre d'exemples-là et essayer de réorganiser nos instituts que nous avons, les institutions que nous avons vraiment dans nos pays respectifs, ce serait quelque chose de très bien. Moi, je dis que le Sénégal a toujours été l'exemple de la démocratie au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et ce qui se passe aujourd'hui ne fait que consolider ce que d'aucuns pensent depuis longtemps. Et le référendum, effectivement, quand vous prenez les tests qui ont été soumis effectivement au vote, les 15 points, c'est des points qui, quelque part, ne peuvent que favoriser le peuple sénégalais. Ce n'est pas un référendum qui a été mis en place, comme on disait effectivement, je disais les 15 mesures, ce n'était pas un référendum qui a été mis en place, par exemple, pour peut-être augmenter le mandat du président ou permettre d'une façon tacite au président de revenir encore au moment de la fin de son mandat, de trouver des moyens quelconques encore de présenter un troisième tour, quoi que ce soit. Mais plutôt, voici quelqu'un qui est conscient de l'avenir, du bien-être de son peuple. Et il sait qu'il va
pas sorti de là. Il est venu, il a jaugé un peu la température de qu'on appelle la scène politique du pays. Il a vu un peu les choses qui ne sont pas enfin portées à l'œil nu de la société sénégalaise, qu'il fallait seulement aux initiés de connaître ce que j'appelle aux initiés, c'est-à-dire ceux qui sont de, comme on appelle l'arène politique, de découvrir effectivement les échanges ou les négociations de sous-table. Connaissant cela, il a plutôt décidé de prendre sur lui, effectivement, malgré les critiques des uns et des autres et tout, de vraiment consolider certains acquis, certains atouts pour le peuple, pour ne pas qu'après son départ, celui qui va venir puisse quelque part d'autre tomber, effectivement, dans la désuétude comme les précédents. Donc, moi, je salue un peu la clairvoyance de ce président et puis surtout la maturité vraiment politique de ce pays, des dirigeants, comme on appelle sénégalais. C'est normal. Un président qui vient faire un référendum, il faut qu'il y ait une opposition pour que le pouvoir puisse vivre. Sans opposition, il n'y a pas véritablement de gouvernement. Vous voyez, il faut l'opposition pour juger vraiment la tâche de comme on appelle, du chef de l'État. Et donc, on voit que avec les oppositions, avec tout ce qui a été fait comme critique et autres, ça montre que l'opposition sénégalaise, elle est effectivement vivante. Et c'est ce qu'il faut. Il faut encourager les autres pays à faire la sorte, mais qu'il n'y ait pas une opposition, je peux dire, qui part à rang, comme on appelle, dispersé, mais une opposition vraiment organisée qui a le souci majeur du peuple, c'est-à-dire le souci majeur de son pays, c'est-à-dire du bien-être, le succès, l'avancement, le progrès vraiment de la société africaine, parce que c'est ce qu'il faut rechercher aujourd'hui. Je crois que l'Afrique a atteint un certain niveau de développement aujourd'hui, ou de prise de conscience, où tous ses fils doivent pouvoir réfléchir de façon positive, pas pour eux-mêmes, mais pour l'Afrique. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Ce sont de grands idéaux What? que vous les évoquez ici. Ce n'est pas que je sois pessimiste, cependant, gare au triomphalisme de la part de l'APR, parce que il y a le taux d'abstention qui est un problème assez important au cours de ce référendum. Et en politique, un an, c'est un millénaire. Oui. Beaucoup de choses peuvent changer. Bien sûr. Et il est vrai que le pouvoir en place peut se délivrer un satisfait. Cependant, il y a des éléments d'analyse qui doivent être pris en considération, surtout l'abstention, d'où cette abstention est venue, pour essayer de récalibrer son fusil et voir s'il n'y aura pas de surprises et de surprises désagréables au cours des prochaines élections, parce que le danger du triomphalisme est là. Nous allons rapidement passer des élections, des référendums sénégalais aux élections américaines, qui se précisent de plus en plus, et avec la sortie de Marco Rubio, qui laisse le champ à Cruz, et qui s'affronte de plus en plus à Trump, qui se fait de plus en plus inévitable. On a vu l'affront que cela a causé au niveau de la superstructure du Parti républicain. Les différents problèmes auxquels fait face les dirigeants républicains, qui sont en train de récolter le fruit de leur travail. Et aujourd'hui, je crois, comme l'a si bien dit le président Obama, Donald Trump, ce n'est pas un accident. Où est-ce que les républicains étaient lorsque lui demandait pour son acte de naissance, et toutes les politiques vraiment de droite, lorsque le parti a été pris en otage, est toujours pris en otage par le Tea Party. C'est un parti qui est pratiquement, qui a vu ses leaders responsables, du genre de le général en 2 fois a voté en faveur d'Obama, parce qu'il s'est dit, Powell a voté en 2 fois, il a dit il ne se reconnaît plus dans ce parti républicain. Bien sûr. Un parti républicain qui a élu, qui a choisi du moins, Sarah Palin comme vice-président. Ça a été un désastre. Un acte d'extrême légèreté de la part de McCain, un homme qui est assez âgé. Et si jamais vous mouriez, vous allez laisser ce pays entre les mains de Sarah Palin. Cela dit beaucoup de choses, à mon avis. Oui, et en plus, lorsqu'on voit le profil des leaders qui ont marqué ce parti les 10 dernières années, Bachmann, Cantor,
ce sont les extrémistes qui ont toujours été dans les règnes du pouvoir. Un parti où le président de la République s'adresse à l'Assemblée nationale, un député se permet de lui dire que vous mentez. Alors, une société où la Cour suprême a décidé de faire de l'argent un discours. Alors, c'était tout cela pour essayer de couper l'herbe sous les pieds de Barack Obama. Aujourd'hui, cette société est en train de faire face à ces vieux démons et il ne s'attendait pas à ce que ce soit Trump qui allait porter le drapeau. Oui. Mais aujourd'hui, c'est cette base que vous aviez alimentée avec des discours extrémistes. Oui. Alors, vous êtes en train de récolter le fruit de vos discours. C'est ça. Alors, que faire? Se dirige-t-on vers... il y a une organisation qui se développe pour essayer de barrer la route à Trump. Mais comme on dit chez nous, le cheval a déjà sauté la barrière, c'est trop tard. Bien Alors, sûr. Comment va-t-on s'organiser? Lorsque je dis va-t-on s'organiser, je parle des Républicains. Je ne suis pas intéressé du tout. Ce n'est pas un nous inclusif. Non. Moi, je voudrais attirer votre attention sur les dernières 24 ou 48 heures pour peindre un tableau un peu plus complet. Il y a une bataille verbale ou bien par Twitter qui était en train de se passer entre Ted Cruz et Donald Trump, où ils s'échangent d'insultes à travers leurs femmes. Ce qui s'est passé d'abord, c'est une photo nue de la femme de Donald Trump qui a été publiée. Et Donald Trump, qui comme on a l'accoutumé, qui répond par un Twitter où il a comparé sa femme toute belle à la femme de Ted Cruz qui grimaçait. Voilà. C'est pour vous dire que, comme Jean l'a dit les fois passées, le discours est au niveau des caniveaux maintenant. Et la seule personne qui a la carrure d'une personne qui peut être président de la République n'a pas une connexion avec la base américaine. C'est pour vous dire que le problème, en fin de compte, ce n'est pas... Ça peut être au niveau du sommet, mais aussi c'est à la base. Le poisson, comme disent les Ivoiriens, a pourri par la tête, mais la queue est aussi pourrie. Oui. C'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a un problème profond de maturation de l'électorat américain qui doit se faire. L'Américain moyen n'est pas très loin du noir de Brooklyn ou d'ailleurs. C'est tous les deux des illettrés et des gens pauvres. Oui. Mais qui ont un relent raciste qu'ils ne disent pas, c'est la raison pour laquelle qu'ils votent pour un candidat ou pour un autre. Le discours de Donald Trump est d'une simplicité et d'un vide extraordinaire, mais pourtant c'est un discours qui connecte avec la base américaine. C'est pour vous dire simplement que ce qui fait la popularité de Donald Trump n'a rien à voir avec son programme politique, mais c'est plutôt avec cette aspiration que l'Américain moyen blanc a, que Donald Trump, ce sera celui qui va bâtir le grand mur et qui va expulser les Mexicains. Et d'ailleurs, j'ai écouté Hillary Clinton avec beaucoup d'attention l'autre jour quand il disait que pour freiner l'Internet, de combien de mètres le mur sera haut. Parce qu'elle est en train de dire à Donald Trump que vous êtes en train de combattre un combat qui est un combat virtuel. Oui. Donc, qui ne peut pas être vaincu avec des moyens physiques, mais plutôt avec des moyens virtuels aussi. Aujourd'hui, l'électorat américain... Ma fille, qui suit un peu la politique, me parlait de l'évolution du vote des Noirs l'autre jour. Et il me disait que les premières lois qui ont été mises en place, c'était des lois qui disaient que pour barrer les Noirs, pour voter, d'abord, il faut avoir une certaine somme d'argent et il faut savoir dire. Mais ce qui s'est passé, et c'est elle qui m'a sorti le document, ce qui s'est passé, c'est que quand ces lois ont été institutionnalisées, beaucoup de Blancs n'avaient ni l'argent et ne savaient pas lire. Oui. Alors, une troisième loi est sortie pour dire que si vos parents étaient des votants, vous héritez de ce droit. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu un ajustement perpétuel qui s'est passé dans l'électorat américain pour faire en sorte qu'une certaine frange de la population soit exclue. Et Donald Trump n'est rien d'autre que la résonance de ses aspirations. C'est pour ça qu'il est populaire aujourd'hui. Dernier point que je voudrais amener,
il y a le sénateur, l'ami de John McCain, j'oublie le nom, je vais le sortir tout de suite, qui a supporté Ted Cruz. On lui a demandé les raisons pour lesquelles, parce qu'il disait que Ted Cruz, c'est le diable presque. On lui a donné les raisons, dites-nous les raisons qui vont pousser à supporter Ted Cruz. Il ne pouvait pas s'amener avec une raison. La seule raison, c'était que c'est moins que Donald Le Trump. mot de mal. c'est le moindre mal. Voilà, c'est ça. Voilà, effectivement, le phénomène Trump, c'est un phénomène aujourd'hui que le Parti républicain, malgré tout ce qu'il fait, il n'arrive pas vraiment à freiner le chemin comme on appelle, à ce monsieur qui, Jean, comme le disait tout à l'heure, il est un peu trop tard, certainement. Bien sûr. Hein, que malgré tout ce qu'ils sont en train de mettre en marche aujourd'hui pour lui barrer le chemin, je ne pense pas qu'il puisse réussir. Parce que ça dit que la base de l'électorat républicain ne perçoit pas la chose de cette façon-là. Et donc, on voit même que quand on impose quoi que ce soit à Trump, c'est en ce moment-là. Même que l'électorat vient un peu, je peux dire, à son secours. Voilà, un peu c'est comme ça. C'est un peu comme une base qui est fâchée contre ceux qui sont à la tête. Donc, dès qu'ils prennent une mesure quelconque, une décision, ou ils émettent une idée quelconque qui ne va pas, comme on appelle dans le bon sens pour Trump, la base, au contraire, se soulève pour dire, écoute, nous sommes contre ce que vous êtes en train de dire. Donc, aujourd'hui, quoi qu'on puisse faire, quoi que les républicains puissent faire, ils n'ont pas d'autre choix que de s'aligner tôt ou tard derrière Trump. Parce que si cela n'est pas fait, c'est un désastre véritable auquel ils vont assister le jour de leur convention. C'est sûr, parce que d'aucuns experts analysent que c'est fort possible que ce soit Trump ou Cruz n'arrive pas à atteindre la majorité, comme on peut estimer, pour que la personne devienne véritablement la personne qu'on peut. C'est pour ça que Casey est toujours autour pour être le troisième larron. Justement. Il ne veut pas abandonner au cas où. Parce que eux tous, ils pensent qu'ils pourront tous arriver au Congrès et arriver là-bas, on va certainement désigner quelqu'un et ils sont tous persuadés que ça ne sera pas Trump. Mais Trump a déjà émis sa position vis-à-vis de qui que ce soit qui aurait tenté une telle initiative. Il a dit, du vol. Bien sûr, il a dit qu'il va provoquer une révolte quelconque. Hein, en tout cas, et s'il provoque effectivement cette révolte-là, c'est sûr que c'est la débandade au niveau, comme on appelle, du Parti républicain. D'ailleurs, Georges, il a une question majeure que les gens se posent. Pourquoi Casey n'abandonne pas? Mais justement, c'est pour ça qu'il n'abandonne pas. Mais justement, parce c'est qu'il pour sait ça. que Il a tous les deux ne sont pas aimés dans le camp républicain. Donc, il attend que... Il attend au Congrès. Il pense qu'au Congrès, il sera choisi. Le problème, c'est que... c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Bien sûr. Bien sûr. Parce que, en abandonnant, en essayant de barrer la route à Trump, on essaie de dénier aux républicains le droit de choisir leur leader. Bien sûr. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que le Parti républicain doit se résigner à perdre une élection et sauver le parti? Ou du moins, est-ce que le parti va à tout prix essayer d'arrêter un candidat et de perdre le parti? Voilà. Des deux côtés, comme on dit chez nous, le mal est mal. Ils sont perdants. En tout cas. Parce que si vous essayez d'arrêter Cruz et Trump, il va y avoir des réactions. Absolument. Parce que le peuple a choisi son leader. Oui. Si vous dites un homme, une vote, eh bien, on ne peut pas dénier au peuple à qui on a donné le choix. Et il a été dans 50 États pour faire bateau campagne. Oui. Et vous lui dites non, vous n'avez mal choisi. Mais aujourd'hui, les républicains sont en train de faire l'expérience lorsque leur gouvernement organise des coups d'État dans les autres pays. Bien sûr. Parce que le peuple chilien a choisi Allende. Et Kissinger de dire, bon, ils ont été aussi fous de choisir un tel leader. Vous voyez? Eh bien, ce qui s'est passé en Algérie en 90 avec le fils, c'était la même chose. Bien sûr. Le peuple algérien a choisi. Le Fonds islamique du salut, ils ont dit, bon, c'est pas possible. Égypte. Récemment en Égypte. Alors, récemment en Égypte, on a choisi les frères musulmans. Et puis, bon, le vote a été invalidé. Bien sûr. Alors, comment les républicains vont-ils invalider le vote des Américains?
Alors, c'est la belle question. En tout cas. Vous voyez, Bien sûr. Le Parti républicain a un choix. Perdre le parti, perdre les élections, sauver le parti, parce que ce que je vois, c'est un peu l'équivalent d'un rapport Le Pen-Chirac. Oui. Lorsque Le Pen est arrivé au deuxième tour avec Chirac, eh bien, tous les Français se disaient, écoutez, on ne peut pas voter à droite, hein, on doit voter Chirac. Oui, oui. Et même les socialistes, Oui. tous les ont été votés Chirac Oui. pour barrer la route à Le Pen. Voilà. Eh bien, il y a des républicains Qui vont qui voter. n'ont pas encore le courage de l'exprimer publiquement, mais qui sont obligés d'aller voter Hillary. Bien sûr, et ils vont le faire, c'est Faute ce que de je mieux. voulais dire, oui. Faute de mieux. Bien sûr. Alors là, ce vote de révolte va sans doute causer des remous au niveau de la base républicaine. Bien sûr. Cette partie qui est, à mon avis, en voie de disparition, et je ne vais pas faire son deuil. Je voulais ajouter quelque chose pour ne pas spiritualiser un peu ce que Jean venait de dire. Mais d'aucuns diront qu'effectivement, quand Dieu a choisi, quels que soient les calculs que l'homme fera, ça va toujours tomber sur le résultat de Dieu. C'est une façon de dire qu'aujourd'hui, l'Amérique est en train d'être portée vers un plébiscite même de Hillary Clinton. Parce que, comme Jean l'a dit si bien dans son analyse, quand vous êtes confronté à un choix comme Donald Trump, qui ne fait même pas effectivement l'honneur du parti, et vous savez que le porter à la tête de ce pays, c'est un danger permanent qui est là, les gens seront obligés, des républicains seront obligés d'aller voter démocrate pour éviter le pire, vous voyez, en quelque sorte. Tant bien qu'aujourd'hui, on dit oui que Hillary n'a pas vraiment l'assentiment de tout le monde, mais effectivement, si cette opposition Hillary-Trump arrive, je suis persuadé que c'est un plébiscite qu'il arrive à avoir. Ça pour dire quelque part que peut-être Dieu a choisi, après avoir mis un noir, de cette fois-ci mettre une femme à la tête de l'Amérique. D'ailleurs, moi je crois que... J'aurais dit ça. Voilà. Je ne vais pas. Nous, on a répondu à la question au début en disant que c'était le Parti républicain, par leurs agissements, Yulai, etc., etc. Jean a fait la chronologie macabre de ces déclarations, c'est eux qui ont créé Donald Trump. Absolument. Parce que quand vous avez un parti politique, le parti politique doit être en adéquation avec la démographie du pays. Bien. L'Amérique n'est plus cette Amérique de 1950, où c'était une Amérique blanche qui avait la charge de voter et de choisir le leader. Cette Amérique est plus cosmopolite. C'est une Amérique des gays, c'est une Amérique des minorités, c'est une Amérique des Espagnols, etc., etc. Donc, si le Parti républicain ne s'adapte pas et reste dans son coin en visant simplement cette minorité, maintenant, c'est une majorité qui est en train d'être une minorité, le Parti républicain ne gagnera plus des élections présidentielles aux États-Unis. D'ailleurs, quand vous regardez par exemple la cartographie des États, mais rendez-vous compte, l'État de Texas est en train de passer à un État de swing state. Un swing state, c'est un État comme Pennsylvanie qui peut voter démocrate ou républicain, selon les élections. Voilà. On est en train de classer l'État du Texas à cause de la population mexicaine qui grandit comme un swing state. Arizona, bientôt va suivre. Donc c'est pour vous dire simplement que on est en train d'observer un changement de la démographie et de la cartographie politique des États-Unis et le Parti républicain ne suit pas. D'ailleurs, quand vous regardez les derniers événements, les attentats terroristes, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une course vers les déclarations incendiaires qui s'est passée. Et cette fois-ci, d'ailleurs, vous ne l'avez pas remarqué certainement, Ted Cruz a battu Donald Trump au finish. Parce que c'est lui qui est parti très tôt en disant que voilà, il faut qu'on surveille les mosquées, il faut qu'on... on envoie des patrouilles de la police dans les quartiers musulmans. Mais c'est parce que simplement, il était en train d'aller vers les votes de la population blanche. Parce qu'il a su que Donald Trump est arrivé à sa position actuelle en s'abreuvant de déclarations incendiaires. Donc, cette fois-ci, il a essayé de le battre au finish. Bon, rapidement, on ne peut pas terminer cette émission sans parler de la visite du président Barack Obama à Cuba, une visite historique qui a attiré l'attention de plus d'un. On a vu le capital américain débarquer avec force pour essayer de partir à la recherche du temps perdu à La Havane. Les Castro qui
et Raúl Castro qui a essayé autant que possible d'en profiter. Cette visite a été un peu amoindrie par les attentats de Bruxelles et qui ont volé la vedette à Cuba. Mais cependant, c'est une visite qui a vraiment... on a vu les républicains essayer de trouver toute forme de possible et imaginable d'excuses pour essayer d'atténuer son impact. Et j'ai vu M. Trump dire que Castro n'a pas été recevoir Barack Obama à la passerelle de l'avion. Et autant de... Il essaie de trouver des raisons. Cruz, qui a sans doute en tant que d'origine cubaine, a essayé d'amoindrir les impacts de cette visite. Alors la visite a eu lieu et jusqu'à présent, ça a été le grand couronnement de Barack Obama en termes de conquête et de changement de paradigme au niveau de la politique internationale. Absolument. Oui. Allez-y, Jean. Oui, en fait, effectivement, je crois que cette visite va rentrer effectivement dans les annales de, comme on l'appelle, de la légende, c'est-à-dire du passage de Barack Obama à la tête de ce pays. C'est l'une des choses qui lui sera attribuée quand on parlera un jour dans l'histoire de ce président-là. Effectivement, et je crois que cette visite vient à point nommé et il était temps, effectivement, de mettre fin à cette période froide qui a existé entre l'Amérique et le Cuba et qui n'avait plus sa raison d'être. Et on voit, effectivement, ça montre un peu, moi je dis, de quand reproche à Barack Obama un peu sa politique internationale, mais ça c'est un point vraiment assez positif qu'il faut souligner là. Hein? C'est un peu... l'ingéniosité de ce président-là, tu vois, cette négociation des rapports entre Cuba et la Maison-Blanche a démontré, au travers de cette personne-là plutôt, et que sa vision de la politique internationale est quelque chose qui peut être un jour bénéfique, en tout cas au reste du monde. C'est-à-dire cet esprit de gendarme du monde entier que l'Amérique voulait jouer dans le temps passé. Barack Obama est venu, il a changé un peu, je peux dire, le viseur de la politique, comme on l'appelle, internationale, de telle sorte que, effectivement, les gens puissent percevoir l'Amérique d'une autre manière. Et aujourd'hui, on lui reproche effectivement beaucoup de choses. On a même dit encore que, voilà, qu'il est parti au Cuba, il est parti regarder un match. Bon. Qu'il ne devait pas aller au stade et tout. Voilà, vous voyez. Donc, le Parti républicain cherche vraiment, comme on le dit, la bête. Quelque part, la petite bête quelque part, ne serait-ce que pour changer un peu l'image et comme on appelle la teneur de cette visite. C'est de bonne guerre. Bien sûr, voilà, c'est ça la politique. Mais je crois que c'est un pas vraiment bien franchi. Je crois que c'est une très bonne entreprise et qui va rentrer effectivement dans l'histoire effectivement de ce monsieur. Et Georges, je sais que, comme dit Jean, le temps nous fait la guerre. La géopolitique de 1960 n'est pas la géopolitique de 2015. Bien sûr. On n'a plus la Russie qui a ses missiles pointés sur Floride. Et je dois dire simplement, en termes de géographie, les côtes cubaines sont à 90 miles de la Floride. C'est un voisin. Cuba est un voisin des États-Unis. Donc, cette détente n'est que salutaire. Et nous espérons que, certainement, dans un futur proche, on verra cette forme de démocratie qui existe dans les autres pays exister. Parce que, quoi qu'on puisse dire, certainement, ils ont été poussés dans un coin, les frères Castro, mais depuis 1959-60 jusqu'à présent, c'est deux familles qui dirigent Cuba. Ce sont les Castro. Donc, une période de détente certainement, mais aussi, il va falloir qu'il y ait une détente intérieure de la politique cubaine pour qu'une rotation démocratique puisse exister au Cuba. D'ailleurs, le dernier point que je voudrais dire, c'est par rapport à la réaction des républicains. La réaction des républicains n'est dictée que par une chose, c'est l'importance de Floride dans les élections américaines. Nous savons tous que des élections ont été dictées par le résultat de Floride. Comme disait l'autre, Florida, Florida, Florida. Si aujourd'hui on parle de Floride, on parle de la population cubaine qui vote républicaine. Oui.
en Floride. Donc, ils étaient en train d'envoyer des signaux à cet électorat pour que le jour des élections, qu'ils puissent voter en masse. En fait, le dernier point rapidement, on a 1 minute pour clôturer l'émission, c'est la Côte d'Ivoire, le spectre de la violence qui réapparaît, Georges. Que pensez-vous de cette histoire? Bon, effectivement, je crois que les attentats qui ont frappé Grand Bassam en Côte d'Ivoire, ça a été beaucoup de surprises pour les Ivoiriens. Même pour ceux qui suivaient de très près, effectivement, la politique du gouvernement de Alassane Ouattara, on dit même que c'était prévisible et que le gouvernement avait été prévenu. Comme quoi la Côte d'Ivoire était sur comme on appelle, le champ de mine des extrémistes. Voilà. Mais ce qui a beaucoup fait couler beaucoup d'encre, c'est le manque de couverture de cet événement, c'est-à-dire l'information qui n'a pas été portée à grande échelle au niveau de la population. Il a fallu que les gens apprennent. Des gens qui sont en Côte d'Ivoire ont appris au travers les réseaux sociaux qu'il y avait un attentat à Bassam. Pendant que ils sont là en Côte d'Ivoire. Parce que la télévision ivoirienne a fait défaut, on ne sait pour quelles raisons, mais n'a pas couvert, n'a pas pu procéder à la couverture des événements. On ne sait pas pour quelles raisons. Ce n'est que plus tard après que le chef d'État, suivi d'un cortège, est venu peut-être visiter les lieux. Et puis ça a été... c'est ce qui est de quoi de plus normal, suivi par les caméras, la télévision, puis ça veut dire le placement du chef d'État. Mais sinon, on n'a pas eu vraiment de vidéos véritables, c'est-à-dire des images véritables, si ce n'est pas des images que ceux qui étaient peut-être sur les lieux, certaines des victimes, ont pu prendre peut-être avec leur cellulaire et autres. Donc vraiment, ça a été une situation qui a été beaucoup décriée par la population ivoirienne même, ça a été le mécontentement du peuple ivoirien pour dire mais comment un événement de cette envergure peut se passer dans le pays et ceux même qui sont dans le pays ne sont même pas informés de la chose. Il a fallu que ça soit au niveau des réseaux sociaux, des gens qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger, qui effectivement leur parlent de ce qui se passe dans leur pays. Donc voici une des choses qu'on a reproché effectivement au gouvernement d'Alassane. Bon, ils ont voulu eux aussi à leur niveau, c'est-à-dire au niveau du RDR, saisir la perche, c'est-à-dire récupérer la situation pour dire qu'effectivement c'était un événement qui a été porté pour pouvoir détruire un peu le travail, sinon tout ce que Alassane était en train de faire. Oui, Jean. Rapidement, Georges, moi je ne me référais même pas à cet événement, mais il paraît qu'il y a des poches de violence même à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, des affrontements entre Ivoiriens qui ont fait près de 20 morts. Bien sûr, oui. Alors c'est ce qui, à mon avis, représente un élément qui doit attirer l'attention compte tenu de ce qui s'est passé il y a environ 10 ans. Avec Gbagbo Alassane. Gbagbo et Alassane. Bien sûr. Et les Ivoiriens s'entretuent. Oui. Alors ça, c'est ce que j'appelle le spectre de la violence qui réapparaît. Bien sûr, Jean, il faut le dire, c'est vrai que les événements post-électoraux qui se sont passés entre Alassane et Laurent Gbagbo, il faut le reconnaître, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas une résolution complète même du conflit. Il faut dire que c'est des choses latentes qui sont là, c'est-à-dire que c'est des poches de violence à ébullition qui sont là et qui peuvent éclater d'un moment ou à un autre. Sinon, le conflit n'a jamais été résolu, la paix n'est jamais revenue, le système de réconciliation que Alassane avait voulu mettre sur place en début de son accession au pouvoir, il n'a pas suivi la chose. Parce qu'après, il s'est dit peut-être qu'il avait une certaine forme qu'on appelle, d'approbation de la population ivoirienne pour ce qu'il était en train de faire, parce qu'il était passé par poser des grands actes pour pouvoir influencer le peuple. Et c'est à ce niveau-là où moi j'ai beaucoup d'espoir, parce que la Côte d'Ivoire... sans précédent, c'est un score sans précédent qu'elle est en train d'afficher, oui. Plus de 10% de croissance. Oui. Si cette tendance continue, je crois que les Ivoiriens auront, économiquement parlant, beaucoup d'outils et ne passeront pas. Parce que la violence, quoi qu'on puisse dire, la violence naît de la morosité économique. Et quand il y a cette période verte d'économie où tout le monde peut trouver du sien,
je crois que la violence peut s'atténuer. Et quand vous avez vu, la Côte d'Ivoire a toujours été constituée par des ethnies, c'est ce qu'on a appelé les autochtones, les Baoulés, etc. Oui. Et les gens du Nord, comme par exemple les Burkinabés, les Djoula, les Sénégalais, etc., etc. Mais c'est des gens qui ont cohabité ensemble sans problème tant que l'économie ivoirienne était sur de bons rails. De bons rails du moins. Mais on a eu ces problèmes-là lorsque la chute des prix du cacao, où l'économie ivoirienne est en train de tomber en déliquescence, et on a eu des problèmes. Mais aujourd'hui, que la croissance est en train de remettre, parce que plus de 10% de croissance, c'est une bonne chose, effectivement. Donc, moi, je me forme. Non, c'est une bonne chose, effectivement, la croissance. Écoutez, moi, j'ai déjà dit ici plusieurs fois sur cette antenne, j'ai dit que je n'ai pas de prise de position quand il s'agit de Alassane ou Gbagbo. Ce que nous recherchons, ce que moi, personnellement, je recherche, c'est le bien-être de l'Ivoirien. Voilà. Et la situation que vous venez d'évoquer tout à l'heure, la cohabitation des différentes ethnies et des différents peuples dans le passé, je voulais tout simplement signaler que même la chute de l'économie ivoirienne n'avait pas eu un effet quelconque au démembrement que nous avons connu les 10 dernières années. Donc, ce n'est pas, comme on appelle, la chute économique. Ce n'est pas la chute économique qui a provoqué quoi que ce soit, mais ce sont les instincts personnels qui ont amené le pays à cette ébullition. Sinon, les Ivoiriens ont toujours cohabité entre eux et avec tous les peuples qui les environnent. Il n'y a jamais eu un soulèvement ou un démembrement quelconque quand il s'agit du problème de qu'on appelle l'ivoirité. Ce problème a été posé que juste avant le dernier référendum qui avait été mis avant l'arrivée au pouvoir de ce qu'on appelle Laurent Gbagbo. Et le problème de l'ivoirité avait été soulevé par qui? Par comme il s'appelle... Henri Konan Bédié. C'est lui qui a été le premier à clamer l'ivoirité. C'est lui qui a été le premier parce que voyant effectivement Alassane étant à l'époque son opposant et voulant effectivement le disqualifier de la course politique, a soulevé ce problème-là. Mais sinon, ça n'a jamais été une histoire en Côte d'Ivoire. Et donc, j'ai dit aujourd'hui, si, d'après ce que les économistes disent, on parle d'effectivement 10% de croissance. D'aucuns disent que c'est des chiffres à vérifier. Parce que si effectivement il y a une croissance dans le pays et que la majeure partie du pays n'en bénéficie pas, alors on se demande c'est où se passe la croissance. On disait on ne mange pas la croissance. Voilà, se passe la croissance. C'est ça justement. Jean, donne-moi l'occasion, une seconde, de dire un mot sur les attentats de Bassam, de Grand Bassam. Oui. Les pays africains aujourd'hui doivent faire beaucoup attention. On n'a pas les moyens logistiques des pays européens pour parer à... Et si on parle de ce qu'on dit, les soft targets, les cibles très aisées à atteindre, on en trouve plein en Afrique. Bien sûr. L'implication ou bien l'impact que ça va avoir, ce sera un impact négatif parce que beaucoup de pays africains vivent du tourisme. Et si on n'est pas capable de protéger les touristes qui viennent en Afrique, ils vont aller trouver d'autres destinations et c'est des milliards qu'on va perdre. Mais ce que je voulais rapidement dire que ce qui est bien pour nous autres Africains dans ce combat-là, qui oppose l'Occident et comme on appelle les extrémistes, c'est que l'Afrique en elle-même ne constitue pas, comme on appelle, un objectif. C'est-à-dire qu'une proie pour les extrémistes. Mais c'est plutôt les investissements des Européens en Afrique. Parce que si vous regardez que ça soit au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire... Ils attaquent les hôtels. Voilà. Donc c'est une façon, et ça me réjouit parce que ça veut dire que ce n'est pas la population africaine qui est visée. On en perd. Voilà. Peu importe. Mais bon, mais c'est vrai qu'il y a des cas, il y a comme on appelle des effets, voilà, des pertes de vies humaines. Mais c'est dommage. Mais bon, au moins on sait que ce n'est pas la population qui est visée parce qu'ils auraient pu aller au stade. À la fin de l'émission, malheureusement. Voilà. Je profite pour remercier et tous ceux qui nous ont supportés. Et l'émission vous est apportée par Aomar Shipping. Aomar Shipping, c'est pour tous vos transports de containers, de voitures, de camions à Port-au-Prince, en Haïti, et particulièrement, et en Afrique aussi. 973 690 5363. 973 690 5363. C'est aussi une courtoisie de Food Fest Depot. Food Fest Depot qui a été commanditaire du dernier débat
Oui. et qui bientôt va être un commanditaire régulier d'interférence. Je remercie tout le monde, toute l'équipe. Yves Dossou, notre directeur, Audelin François, l'administrateur, Hans Roy qui est au contrôle, et toute l'équipe, Georges Kakou, Idrissa Silla, Twens Getchens, Abdoulaye Ndao, je suis Jean-Béliard Lucien, la Mercedes, Itemi Saes. Bonsoir tout le monde et à la prochaine.